la procédure de candidature et je vais vous donner ensuite quelques informations sur les listes qui sont candidates dans la circonscription France 1. Donc pour pouvoir se porter candidat à l'Assemblée nationale constituante, il fallait réunir trois conditions. Donc avoir au moins 23 ans, avoir la qualité d'électeur, donc être inscrit sur les listes électorales, et ne pas avoir exercé donc de responsabilité au sein du parti qui était au pouvoir avant la Révolution, ne pas avoir été membre du gouvernement au nom de ce parti, et ne pas avoir exhorté Ben Ali pour un nouveau mandat. Voilà. Il y avait aussi il y a quelques interdictions qui frappent certaines professions, comme par exemple les ambassadeurs ou les agents consulaires, qui, eux, n'ont pas le droit de se présenter dans la circonscription dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions. Et bien évidemment, ils ne peuvent pas se présenter s'ils sont toujours en poste. Concernant les listes, donc, il y avait également 3 conditions. Donc, toute liste candidate devait présenter des candidats selon le principe de parité et d'alternance. Donc, homme-femme, homme-femme, homme, ou femme-homme, femme-homme, femme. Sachant que dans la circonscription de France 1, il y a 5 postes à pourvoir, donc 5 sièges de députés à l'Assemblée nationale constituante, et bien évidemment la liste doit comporter autant de candidats qu'il y a de postes, de sièges à pourvoir. Et également une liste ne peut présenter, enfin un parti ou en tout cas une coalition ne peut présenter qu'une seule liste par circonscription. Vous ne pouvez pas se présenter plusieurs fois, sous la même étiquette en tout cas. Alors, il y a des conditions qui, au départ, avaient été fixées par la loi, puis qui ont finalement été abandonnées. Donc, il était question d'imposer à chaque liste d'avoir au moins un candidat âgé de moins de 30 ans, et également d'avoir une certaine homogénéité dans la répartition géographique des candidats sur toute la circonscription. Mais ces 2 conditions ont été abandonnées, en fait, et donc ce sont plus des conditions qui sont... elles ne sont pas du tout impératives, c'est plus quelque chose qui est souhaité par le législateur, mais en tout cas ça n'entraîne pas l'annulation de la liste candidate. Alors, donc juste pour revenir un petit moment sur la procédure, donc les candidatures ont été déposées du 1er au 7 septembre. Au moment où les listes ont été déposées, donc elles ont été déposées auprès de l'IRI. L'IRI donc a remis un récépissé provisoire, puis un récépissé définitif à toutes les listes qui ont été validées. Alors, valider une liste, ça veut dire vérifier que les personnes qui se présentent remplissent les conditions pour pouvoir être candidat et surtout ne figurent pas sur la liste des personnes qui ont encouragé Ben Ali à se présenter pour un nouveau mandat. Donc, pour les candidats à l'étranger, c'est une vérification qui a été difficile à faire. Pourquoi? Parce qu'il n'existait pas de liste officielle des membres, en tout cas du parti RCD. Il n'y avait pas de liste officielle des gens qui travaillaient dans ce qu'on appelle les Chorba. Il n'y avait pas... et donc finalement, la seule liste qui a servi de référence, c'est la liste qui a été adoptée par la haute instance pour la réalisation des objectifs de la Révolution et qui n'a pas été publiée. Donc c'est une liste qui est secrète, qui est détenue uniquement par l'ISI. Voilà, donc à chaque fois qu'une liste déposait sa candidature, les noms, en tout cas l'identité des candidats étaient envoyés à l'ISI. Et l'ISI effectuait donc cette vérification, donc à savoir est-ce que les personnes candidates étaient sur la liste ou pas. Cela dit, si cette vérification est imparfaite, les adversaires, on va dire des candidats litigieux, peuvent porter recours auprès de l'ISI justement en apportant des preuves et demander à ce que la liste tombe et ne soit plus candidate. Donc ça c'est possible jusqu'à 48 heures avant le scrutin. Donc, dans la circonscription d'IRI France 1, il y a 48 listes candidates. Donc, vous multipliez par 5 et vous avez le nombre de candidats sur toute la circonscription. Pour entrer un peu dans le détail, je crois qu'on a 15 partis, 32 indépendants et une coalition. Voilà, c'est ça. La campagne électorale, donc elle va débuter mercredi 28 septembre et elle va s'achever le 18 octobre. La loi encadre très strictement la campagne électorale,
notamment en interdisant toute propagande électorale dans certains lieux, comme les lieux de culte, les lieux de travail et les établissements éducatifs et universitaires. Donc ça, ce sont les termes de la loi. Bien sûr, pour les citoyens à l'étranger, il y a certaines adaptations possibles, notamment si une liste ou un parti veut organiser une réunion, par exemple dans un amphithéâtre ou l'amphithéâtre d'une université. Ce n'est pas interdit. Alors bien sûr, la propagande électorale, elle doit être assez respectueuse de la dignité humaine, elle ne doit pas contenir d'attaques personnelles ou infamantes. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait signer aux listes donc un code de conduite qui reprend toutes les exigences de la loi concernant cette campagne électorale. Donc vous en avez, je crois, un exemplaire dans le petit dossier qu'on vous a distribué. Alors, comment peut s'organiser cette campagne électorale? Donc, les listes peuvent bien évidemment organiser des réunions publiques qui sont libres, qui ne sont pas soumises à autorisation. Toutefois, les listes doivent informer l'instance régionale de la tenue de chacune des réunions, donc par écrit, au moins 24 heures à l'avance. Et donc, chaque réunion doit avoir un bureau donc, qui est composé de 2 personnes. Et ce sont 2 personnes en fait, qui doivent être membres de la liste candidate et qui ont en fait des pouvoirs de police lors de cette réunion, donc ils sont chargés du maintien de l'ordre, de veiller au bon déroulement de la réunion et qui doivent dissoudre la réunion si besoin pour éviter des débordements. Donc là, on voit que le législateur a essayé d'encadrer vraiment très strictement la campagne électorale pour éviter tout débordement, pour que la campagne soit propre, pour qu'elle soit respectueuse à la fois des adversaires politiques des uns et des autres, mais aussi on a l'impression que l'idée c'est aussi de renvoyer une bonne image en fait, de la campagne électorale. En faisant tout finalement pour éviter qu'il y ait des débordements, des conflits, en tout cas que la campagne ne soit gâchée par des événements, des faits divers. Quoi. Voilà. Il y a aussi une restriction qui est apportée par la loi au contenu des affiches donc de propagande électorale. Aucune affiche ne peut contenir le drapeau de la Tunisie ou la devise tunisienne. Donc ça, c'était valable aussi pour les logos des listes candidates et pour le nom des listes. Voilà, donc par exemple, dans la circonscription de France 1, on avait une liste qui au départ s'appelait Toun Salah Alam et dont le drapeau et dont le symbole, enfin le logo était le drapeau de la Tunisie. Donc ça a été refusé, donc la liste a changé de nom et a changé de logo. Voilà, donc les affiches électorales doivent également respecter cette restriction-là. La campagne électorale, elle prend fin le 18 octobre à minuit, et donc le 19 octobre, toute action de propagande électorale est bien évidemment punie. Alors, toute infraction qui serait commise donc à ces dispositions qui seraient commises pendant la campagne électorale doit être signalée à l'ISI, donc aussi bien par l'IRI que par les autres listes candidates, que par tout citoyen qui peut saisir l'ISI d'une réclamation en expliquant faire un recours et demander à ce que la liste tombe. Et donc ça c'est la sanction que peut prendre l'ISI. Donc si une liste méconnaît les dispositions légales concernant la campagne électorale, eh bien elle peut perdre le droit de concourir donc, le jour du scrutin. Voilà. Il y a une autre restriction qui est vraiment importante qui est apportée par la loi. La campagne électorale ne peut se faire que via des médias tunisiens. Donc les listes et les partis n'ont pas le droit de diffuser des spots de propagande électorale sur des médias, par exemple des médias en France ou des médias à l'étranger, Al Jazeera, qui que ce soit,
il ne peut pas y avoir d'action de propagande électorale sur des médias étrangers. Donc ça, c'est une question qui a été soulevée par les instances régionales à l'étranger, en expliquant que, vu le contexte, il était impératif et nécessaire que les listes et les partis aient accès aux médias au moins locaux, aux médias peut-être communautaires, mais l'ISI a refusé. Et donc, toute action de propagande électorale qui serait faite donc, à travers des médias non tunisiens serait passible des sanctions donc, de l'ISI. Est-ce que l'ISI va fermer les yeux? On ne sait pas, mais a priori, oui, c'est contraire à la loi. Voilà. Et donc, juste pour réglementer la propagande électorale sur ces médias tunisiens, il y a un échéancier qui a été établi, donc un calendrier médiatique par tirage au sort. Donc, il y a eu 2 tirages au sort, un pour les listes qui étaient candidates en Tunisie et un pour les listes qui sont candidates à l'étranger, donc qui tient compte du décalage horaire. L'ISI n'a pas voulu revenir sur, n'a pas voulu finalement prendre une décision qui était contraire à la loi en matière d'accès aux médias étrangers, mais la loi interdit la propagande électorale. Donc est-ce qu'un débat politique c'est considéré comme de la propagande électorale? Il appartient à l'ISI de le définir et de sanctionner le cas échéant. Et pour l'instant, il n'y a toujours pas de décision qui ont été prises. Donc on peut penser que l'ISI va fermer les yeux. Cela dit, ce sera peut-être jusqu'à un certain point. Donc si par exemple il y a certaines listes qui sont favorisées par rapport à d'autres, il se peut que là des sanctions soient prises. Si vous voulez, ce processus électoral, c'est une première pour tout le monde. Et il y a certaines questions qui ont été envisagées et donc pour lesquelles on a un texte précis, etc. Mais il y a d'autres questions qui sont traitées au cas par cas, au fur et à mesure, et souvent une fois que les problèmes surviennent. Donc voilà, l'ISI pour l'instant, elle tâtonne un peu parce que tout simplement, on n'a pas d'expérience réellement démocratique et qu'on ne peut pas se fonder sur cette expérience passée pour prendre à l'avance des décisions utiles. Voilà. Donc l'ISI, c'est l'organe qui détermine à la fois le règlement, les modalités techniques, les modalités pratiques et qui contrôle le déroulement de la campagne électorale. Donc l'IRI, à ce stade, elle n'a pas vraiment de rôle. On peut l'informer et l'IRI donc relayera à l'ISI, mais toute contestation doit être adressée à l'ISI directement. La semaine dernière, je crois savoir que sur certaines radios communautaires, depuis quand même maintenant une dizaine de jours, il y a des débats qui sont organisés quotidiennement avec les têtes de liste. Mais en tout cas, la campagne électorale ne débutera réellement que le 28 septembre. Donc elle débutera sur les médias tunisiens. Donc justement, les listes sont en train justement en ce moment même d'enregistrer leurs spots de propagande, donc ils vont être diffusés selon le calendrier qui a été déterminé par le tirage au sort. Et alors, est-ce qu'ils s'adresseront aussi aux médias français communautaires? Donc je pense qu'on aura la réponse assez vite. Mais en tout cas, ils n'ont pas le droit à ce jour, si vous voulez, par exemple, de commencer à distribuer des tracts, puisque la campagne électorale n'a pas encore débuté. Donc c'est normal. Si à ce jour, les gens n'ont aucune idée de la liste pour laquelle ils vont voter, c'est normal. Voilà. Il y aura une certaine égalité qui sera respectée entre les listes ou pas. Si évidemment ce sont les 3 mêmes listes qui occupent toutes les antennes et qui sont les seules finalement connues des électeurs, là je pense qu'il pourra y avoir. Alors est-ce que vous voulez qu'on parle un moment du financement de la campagne électorale?